Merci Amal Khadraoui pour ce premier panel de l'après-midi. À chaque secteur son digital. On va poursuivre avec un deuxième panel. L'Afrique sera digitalisée. Et pour cela, j'appelle Bertha Aliko, qui est représentante résidente du PNUD en Algérie. J'appelle également Isaac Gnamba Yaou. On a eu le plaisir de l'écouter ce soir, président du conseil d'administration de l'Union postale universelle. J'appelle Sophie Aubert, directrice du bureau AFT en Algérie. L'Afrique sera digitalisée. Alors, est-ce que vous mettez un point d'interrogation ou des pointillés? On verra bien dans un instant. Alors, en attendant que les panélistes nous rejoignent, depuis ce matin, nous n'avons cessé de rappeler la nécessité de considérer justement la digitalisation comme une stratégie. Ah, très bien. Walid. Donc, vous remplacez. Comment? Walid Abdelbey. Ah, très bien. Marhaba bik, Walid Abdelbey. Alors, depuis ce matin, je disais, on a cessé de rappeler la nécessité, justement, de considérer la digitalisation comme une stratégie de développement dans les entreprises. Kalim Sid Ahmed nous rappelait, le directeur général de Cisco nous rappelait l'importance de placer l'être humain au centre de cette stratégie. Vous-même, vous nous avez rappelé, Isaac Gnambayaou, l'importance d'un investissement massif, notamment du secteur privé, pour sortir de l'ornière. Le professeur Mohamed Bouhassin évoquait la stratégie 2060 de l'Union africaine et même au-delà. Dans ce panel, nous verrons comment l'Afrique sera digitalisée, quels sont les leviers qui permettent un développement pareil, développement rapide. Faut-il investir massivement et rapidement? Faut-il aller lentement? Quels sont les modèles qui sont ou qui peuvent être une locomotive ou des locomotives, des modèles stimulants? Peut-on compter sur l'appui des programmes internationaux? Tiens, on verra ça avec vous, avec le PNUD notamment. Comment arriver à créer un hub numérique en Afrique? Et nous évoquerons inévitablement la question de la data, de la souveraineté numérique, du digital. Cela passe-t-il par la création de géants africains du digital? Vous nous diriez tout cela. Je commence avec vous, Isaac Gnaba Yaou. Alors, vous nous rappeliez ce matin l'importance d'investir massivement dans le secteur du numérique, notamment le privé qui doit investir, qui doit accompagner cette digitalisation. Merci pour l'invitation et merci pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer à nouveau. Non, je rappelais ce matin que on a certainement des bons plans de digitalisation en Afrique. Si vous partez dans chacun de nos pays, vous avez forcément des plans de digitalisation, des programmes de digitalisation. Vous avez même quelques expressions à la mode, plan numérique 2000X, 2000Y. Et c'est certainement la mode, même si ce sont des sujets qui sont pertinents. Seulement que pendant qu'on finit de parler de ça, il faut passer à l'implémentation parce qu'à la vérité, tout à l'heure, j'écoutais un intervenant qui disait que si vous regardez l'Afrique, elle est déjà digitalisée, en tout cas pour ce qui concerne la paperasse et la documentation. Maintenant, il faut passer à l'action. Et moi, je rappelais ce matin que les opérateurs postaux en Afrique sont un avantage et une chance parce que présents sur l'étendue du territoire, donc peuvent contribuer à disrupter ou à diffuser la chose digitale pour le plus grand nombre de la population. Maintenant, en termes d'investissement, effectivement, le secteur privé peut être une locomotive pour tirer le peloton, mais seulement on se rend compte qu'il y a quand même quelques petits éléments à regarder. Je suis très heureux d'avoir à nos côtés quelques partenaires au développement qui jouent un rôle très important dans cette dynamique-là.
Peut-être que nous en parlerons tout à l'heure. Est-ce que les méthodes ou les méthodologies qui sont utilisées sont certainement celles qu'il faille utiliser, ou bien on peut faire des suggestions pour qu'on puisse atteindre nos objectifs? Peut-être qu'on en parlera, mais pour terminer, il faut certainement laisser les Africains, je pense, décider de ce qui serait bien pour eux. Parce que des fois, on est un tout petit peu... on regarde des bonnes lignes de financement qui sont disponibles, mais après, puisque le financement vient de telle destination ou de telle destination, on est invité à investir dans tel créneau, qui des fois peut-être peuvent être pertinents, mais qui ne sont pas forcément la bonne destination pour sauver la question de digitalisation. C'est vraiment un sujet à discussion, mais je fais expressément l'audace d'ouvrir ce point pour que peut-être on puisse avoir peut-être plus d'éléments pour éclaircir nos lanternes. Nous allons avoir l'avis de Sophie Aubert maintenant. Est-ce qu'on peut compter sur des programmes internationaux pour entamer, pour encourager, pour concrétiser cette digitalisation dans les pays africains? Bonjour à tous. Pour répondre à votre question, effectivement, je crois qu'on peut compter sur les programmes internationaux. Je ne vais pas parler au nom de l'ensemble des programmes internationaux, mais au moins au nom de l'Agence française de développement pour soutenir la transition numérique sur le continent africain. D'abord, quelques éléments de cadrage. L'AFD, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un groupe qui est constitué en particulier d'une agence qui est une banque publique de développement et qui va donc travailler avec le secteur public et la société civile, mais également d'une filiale qui s'appelle Proparco et qui, elle, travaille directement avec le secteur privé. Donc déjà, le premier point, notre ambition en tant que banque publique de développement et que groupe incluant une filiale pour le secteur privé est vraiment de ne pas limiter nos échanges et nos partenariats strictement par exemple au secteur public ou strictement au secteur privé, avec la prise de conscience très forte que si l'on veut avancer sur la thématique, alors on dit du développement, chacun l'appellera comme il veut, moi je dirais des partenariats, eh bien effectivement il faut que l'on ait des partenariats qui ne se fixent pas de limites et qu'on associe autant le public que le privé, parce que souvent on s'aperçoit que d'ailleurs qu'ils sont très complémentaires et plus que complémentaires, je dirais qu'ils sont indispensables si on veut aller sur une trajectoire positive qui a un impact sur la situation des pays. Et puis, pour répondre encore plus amplement à votre question, je dirais que, bien entendu, on a déjà, du côté de l'AFD, en tout cas prouvé, et du côté français en général, notre volonté de nous inscrire dans le soutien de la transition numérique à l'Afrique. Le groupe AFD, l'agence plus Proparco, en 2018, a octroyé, avait 8% de ces octrois qui étaient destinés au numérique strictement, et un quart de ces projets étaient orientés directement vers la thématique de la transition numérique. Et pour ce qui concerne Proparco, la filiale privée, sont 43 millions d'euros qui ont été investis en Afrique depuis 2016 sur cette thématique numérique. Et quand je dis Proparco, ça veut dire avec le secteur privé. Après, pour illustrer mon propos, mais je ne sais pas combien de temps j'ai la parole, parce que vous savez, je peux parler longtemps, mais pour illustrer mon propos, je voudrais bien vous donner quelques exemples concrets de ce qui est fait sur le continent africain, sur 3 grandes thématiques, qui sont les 3 grandes priorités de l'AFD sur la thématique numérique. C'est l'accès aux services, l'accès tout simplement à Internet, la possibilité d'avoir un accès, c'est-à-dire connecter pas seulement le pays, mais jusque l'individu au réseau. Après, c'est l'offre de services, les e-services au sens large, éducation, santé, etc. Et puis, c'est l'appui à la création innovante au niveau des entreprises. Donc, ce sont nos 3 axes d'action.
Et sur chacun de ces 3 axes, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Donc, par exemple, au Nigeria, l'AFD a soutenu financièrement, a largement contribué à doter d'une identité numérique, puisque pour utiliser les services numériques, il faut exister quelque part. 148 millions de personnes. Donc 148 millions de personnes, grâce au soutien, mais pas que, en tout cas de l'AFD, se sont retrouvées en capacité d'exister sur le net. Sophie Aubert, je veux Ouais. vous laisser développer parce que c'est D'accord. important ce que vous dites, mais je pense que là, il y a une vraie question. Ce que disait Isaac Gnambayaou avant de vous donner la parole, c'était important parce qu'il disait que c'est important d'avoir des programmes internationaux, mais faut-il encore que ça s'inscrive dans la démarche, dans la politique, dans les perspectives des pays. Est-ce que vous, comme Agence française de développement, vous venez avec vos programmes et vous dites comme c'est comme ça que ça marche, venez nous rejoindre, ou alors vous allez soutenir des programmes qui sont déjà existants, qui sont à leur balbutiement? Alors, je dirais les deux, mais ce qui est certain, c'est que nous proposons des cadres, et dans le cadre, ce sont nos partenaires qui apportent leurs solutions. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle Choose Africa, qui a mobilisé 2,5 milliards et ensuite avec le Covid 3,5 milliards de financement vers l'Afrique pour soutenir les dynamiques privées. Ce programme Choose Africa, c'est un cadre. Et après, il y a, je dirais, tout un panel d'appuis qui peuvent être mobilisés, petits, moyens, gros, garanties, subventions, prêts, etc. Et ce sont nos partenaires qui apportent leur programme. Nous, évidemment, il faut bien qu'on donne un cadre à notre action. Mais qu'est-ce qui nourrit le cadre à l'intérieur? Ce sont les projets. De toute façon, nous, c'est très simple. Quand on intervient, on répond à une demande. Et on n'intervient pas sans demande. Donc, à la base, c'est notre partenaire qui va nous dire « moi, je veux faire ça ». Après, on a ou on n'a pas les outils, etc. Mais en général, compte tenu de la palette très large d'outils dont on dispose, compte tenu de ce statut agence plus ProParco, je dirais qu'on a vraiment une très large palette d'outils qui va avec ProParco jusqu'à la prise de participation dans les startups. On a des fonds d'amorçage qui sont proposés et ensuite ceux qui viennent avec leur programme, c'est pas nous qui leur disons, enfin nous on leur dit venez, mais après s'ils viennent pas, ils proposent aussi ce qu'ils veulent, c'est pas nous qui définissons ce qu'ils veulent faire. Je vous laisse finir tout à l'heure, mais je vous donne la parole maintenant au responsable de l'exploration au PNUD, Walid Abdelberi. Merci de faire partie de ce panel. Alors vous avez entendu la réponse de Sophie Aubert de l'Agence française de développement. Elle a évoqué la politique de l'Agence française de développement. Est-ce que c'est le même mode d'emploi pour le PNUD? Alors bonjour à tous, merci donc de cette invitation. Donc Madame Blerta-Liko a eu un empêchement de dernière minute et elle n'a pas pu assister. Donc voilà, j'assiste à sa place. Je suis donc voilà le point focal, si vous voulez, de l'offre digitale ici du bureau du PNUD en Algérie. Merci de cette question. Donc effectivement, si vous voulez, le PNUD en tant qu'organisation internationale de développement et d'organisation intergouvernementale place son action dans un cadre plus large qui est celui du développement socio-économique et notamment pour l'atteinte des objectifs du développement durable qui est l'agenda 2030 sur lequel les États membres des Nations Unies se sont entendus en 2015 et qui est le successeur des objectifs du développement du millénaire. Et dans ce cadre-là, l'offre du digital du PNUD global repose sur une stratégie déjà qui est globale et qui se décline ensuite au niveau des régionaux et au niveau des bureaux pays, en tout cas au niveau des pays, selon les contextes, selon les besoins de chacun des pays. Et je dirais de manière générale, il se compose ou se consiste en 3, je dirais, axes principaux qui sont le diagnostic donc des écosystèmes digitaux dans les pays basés sur l'infrastructure. Il y a beaucoup en fait de types d'outils qui servent à faire ça, notamment pour le PNUD, il y a par exemple le Digital Readiness Assessment, donc qui évalue, si vous voulez, l'alignement des plans nationaux aux ODD.
Vous avez également le Digital Maturity Assessment qui évalue, si vous voulez, la maturité des écosystèmes nationaux sur 8 ou 12 indicateurs liés à la gouvernance, donc la e-gouvernance, qui vont de la volonté politique jusqu'aux infrastructures, etc. Donc ça, c'est pour la partie diagnostic. Il y a aussi la partie de l'aide aux pays pour le design de leur stratégie, donc qui est basée sur une identification des besoins nationaux et une implémentation de cette stratégie et qui aussi se subdivise en différentes catégories qui sont le digital governance, donc la e-governance, le digital economy, et là aussi il y a ce qu'on appelle les biens publics digitaux, qui sont toutes ces solutions numériques qui sont généralement en open source et qui justement aident à aider à la transformation digitale des pays. Donc bon, la transformation digitale des pays, je dirais rapidement, c'est de changer la vie des citoyens de tous les jours, de la rendre, donc que ce soit les citoyens ou les entreprises, de rendre, si vous voulez, les processus beaucoup plus fluides, beaucoup plus accessibles. Et dans le cadre des organisations internationales de développement comme la nôtre, c'est vraiment d'aider à l'atteinte des ODD à travers l'accès aux services publics. Donc, nous allons avoir maintenant la réaction de Isaac Gnambayahu. Alors on vient d'écouter le représentant du PNUD, on vient d'écouter la représentante de l'Agence française de développement. Moi j'ai cette question à vous poser. Parfois, c'est une impression qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de programmes aussi, mais parfois, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les initiatives sont parfois disparates? Comment les canaliser pour vraiment les mettre au profit d'un système, d'une stratégie de digitalisation avec une stratégie bien définie, avec des objectifs bien chiffrés? Oui, vous savez, je disais tout à l'heure que si vous parcourez les capitales africaines, vous allez rencontrer de la belle documentation sur la vision numérique, le plan de transformation numérique, mais vraiment quelque chose des écrits bien élaborés avec du chiffrage, mais vous êtes vraiment séduit. Après, vous avez la difficulté, c'est l'implémentation, parce qu'encore une fois, la question de comment on met en œuvre et comment on finance. Donc c'est là où on a effectivement l'appui ou l'aide au développement avec des partenaires au développement, des acteurs, des parties prenantes. Et justement, on en parlait. Est-ce que on laisse ceux qui sont dans le besoin driver un peu les actions à mener? En général, on a, c'est vrai, de l'accompagnement, mais un peu orienté, donc finalement, on n'atteint pas les objectifs. Ça peut être mon point de vue, mais il y a quand même ça qu'il faut rappeler. Après, il n'y a certainement pas la flexibilité aussi d'autoriser à faire tel ou tel investissement parce que ça vient de partenaires, donc c'est très cadré, etc. Ce que je comprends, mais là où ça coince certainement, c'est que l'État qui veut transformer digitalement son pays ou son économie ne met pas les moyens. Donc, appelle d'autres acteurs au développement, le secteur privé, donc qui ne voudra pas faire l'investissement dans une destination qui ne trouve pas prioritaire. Donc, finalement, on a des petits bouts. Donc, finalement, on fait des pansements et puis on n'arrive pas à guérir la maladie. Parce que ça va faire 10 ans quand même qu'on parle de transformation digitale, de transition numérique, de modernisation de l'administration, de digitalisation, de changer les procédures administratives, etc. Et ça ne fonctionne pas. Certainement qu'on ne prend pas du bon bout, mais madame a parlé tout à l'heure de quelque chose de très important en Afrique, c'est l'identification. Parce que sur les questions de KYC,
si on n'a pas l'identification comme chantier numéro 1, on ne pourra pas disrupter ou déployer toute la partie digitalisation. Parce que si je ne connais pas le citoyen au départ, je ne pourrai pas l'accompagner dans toute la démarche. Mais même, il faut aussi qu'on ait un seul point d'entrée dans un pays en termes de connaissance du citoyen ou de l'entreprise ou de la structure administrative, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, peut-être qu'il faut inviter des acteurs un peu plus structurés qui sont les groupements d'acteurs du numérique ou bien les consortiums d'acteurs du numérique pour que ce soit eux finalement les chefs de file pour qu'ensemble nous puissions avoir une Afrique digitalisée ou bien des activités qui fonctionnent. Parce que c'est certainement eux qui ont l'avantage de regrouper des acteurs disparates et d'en faire une machine unique de développement en termes de numérique. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Aubert? Je vous ai coupé tout à l'heure alors que vous commenciez à lister un certain nombre de projets que vous avez accompagnés. Je pense que vous avez commencé à parler du Nigeria. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, nous donner peut-être un projet qui a fonctionné, dont vous êtes fiers aujourd'hui? Alors moi, mon expérience de l'AFD date de 2 ans, puisque je suis pas... je suis dans cette agence, mais je viens de la diplomatie. Donc, mon passé de développeuse n'a pas tant de références que ça, mais effectivement, il y a... je peux vous citer plein de projets, je vais vous en citer, mais avant cela, ce que je voulais dire par rapport à votre remarque, c'est que au niveau de... Encore un grand mot, la communauté internationale et le G7 pour ne pas nommer. Il y a eu assez récemment je ne sais plus si c'est le dernier, l'avant-dernier, l'avant-dernier je crois, mais une déclaration qui atteste bien de la prise de conscience qu'il faut que vous parliez de groupement, que les acteurs soient ensemble et en masse pour appuyer une transformation à une échelle continentale qui s'intègre dans les objectifs de l'Union africaine 2063. Et cet objectif de digitalisation, il ne peut pas être fait par une seule acteur. Et donc, c'est extrêmement important. Et la déclaration du G7 en témoigne, la volonté d'agir ensemble sur cette thématique qui demande... Quand je vous disais, en fait, un projet d'un investissement de 400 millions pour doter d'une identité numérique au Nigeria, 148 millions de personnes, c'est juste un pays. Et le numérique, il a de sens que s'il est inclusif. Et donc, ça veut dire si c'est le continent qu'il faut porter. Donc, c'est un énorme investissement. Donc, à notre petit niveau, en tant qu'AFD, nous avons l'habitude de travailler avec d'autres partenaires qui sont la BEI, la KfW, la Banque mondiale, pour coordonner ces efforts et appuyer les acteurs. Je voulais juste faire cette remarque par rapport à la question du groupement, parce que l'enjeu est énorme. Après, on pourrait... Des exemples, il y en a beaucoup, des exemples qui réussissent. Donc moi, comme je vous l'ai dit, même si j'ai travaillé dans certains pays africains, c'était pas en tant que développeur, on va dire, mais il y a quelques sujets qui me semblent intéressants par rapport... il y en avait un que j'avais noté, quelques sujets qui m'intéressaient, mais voilà, j'aime bien celui du projet qu'a soutenu l'AFD en Tunisie pour développer la télémédecine et pour développer le système d'information d'une 15aine d'hôpitaux. C'est un projet intéressant qui illustre le deuxième axe d'action. J'ai parlé le développement des services, mais je pourrais aussi vous citer du côté des entreprises, l'initiative Digital Africa. En fait, Digital Africa, c'est un fonds d'amorçage qui présente à la fois des programmes de financement de diverses natures, subventions, prêts, enfin, je ne vais pas vous détailler le contenu, on pourrait y revenir, mais également des programmes de formalisation. Ce sont des outils qui ont pour objectif de soutenir les startups numériques africaines, parce qu'effectivement, la grande majorité d'entre elles n'ont pas accès au financement.
Alors moi j'ai lu 87% des startups africaines n'ont pas accès au financement. Je ne sais pas si c'est le bon chiffre. En tout cas, c'est très difficile d'avoir des financements quand on est une startup en Afrique. Et donc, sur la thématique du soutien aux entreprises innovantes, l'AFD s'attache à développer des outils. Je vous ai parlé de Choose Africa, il y a des programmes d'accompagnement, il y a Digital Africa. Sur l'énergie, il y a Digital Energy Challenge, qui est une déclinaison de Digital Africa spécifiquement sur les startups numériques. Et je pourrais continuer la liste, donc, qui sont présentes effectivement pour soutenir et qui sont des beaux projets. Nous verrons maintenant si vous avez des exemples, Walid Abdelbari, par rapport à des projets que vous avez soutenus. Ils sont très nombreux, ils sont très très nombreux, notamment en Afrique. Maintenant, ça dépend dans quelle catégorie de quoi on parle. La digitalisation, bien sûr. Mais la digitalisation, numérique. Oui, évidemment. Bon, pour la digitalisation, ça va, si vous voulez, de la numérisation des systèmes électoraux au développement et à la co-développement de systèmes de paiement, par exemple. Et bon, je pourrais m'arrêter un peu là-dessus, notamment durant la crise que nous venons tous de vivre, donc durant le Covid-19. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce sens, non seulement des solutions de e-payment qui ont été développées pour justement dématérialiser les échanges économiques, dans plusieurs pays. Vous pouvez nous citer un exemple, s'il vous plaît? Alors, un exemple en particulier, par exemple en Namibie, bon, un pays que je connais assez bien, où j'ai travaillé, il y a eu, si vous voulez, par exemple, une plateforme d'intégration des informal vendors, donc des travailleurs, ou plutôt des vendeurs, je ne sais pas comment dire, informels. Ouais. Voilà, donc à l'économie, si vous voulez, réelle. Donc en fait, c'était par exemple encore dans le cadre du Covid, pour faciliter, en fait, comme beaucoup de gens ont arrêté leurs activités, ont perdu leurs emplois, notamment ces populations qui sont parmi les plus vulnérables des sociétés, notamment celles qui travaillent dans le secteur informel. Ce sont par exemple des solutions qui ont assez uniques d'ailleurs, qui ont été développées en Namibie, en Ouganda aussi, en partenariat avec Jumia. Mais j'aimerais aussi un peu rebondir sur la question des partenariats. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut aborder, comme Monsieur Yao l'avait bien expliqué, aussi Madame Aubert. Le PNUD aussi mise énormément et travaille énormément en partenariat avec différentes organisations, des initiatives avec le secteur privé international, public, national. Donc, Isaac voudrait réagir. Non, je voudrais juste confirmer que un des partenaires stratégiques de l'Union postale universelle, donc des 192 États membres avec leur poste, bénéficient tous les jours de l'assistance technique du PNUD dans le cadre de notre initiative, le Fonds d'amélioration de la qualité des services. Donc c'est un fonds qui est constitué par l'ensemble des opérateurs postaux sur lequel on appelle quelques bailleurs pour accompagner l'implémentation de projets, mais surtout avec un objectif de qualité de service. Donc le PNUD dans chacun des pays est le partenaire technique pour l'appel d'offres, l'organisation technique de la mise en œuvre du projet, jusqu'à l'achat des fois du matériel roulant ou du moins de la construction d'infrastructures permettant aux opérateurs postaux d'avoir de la qualité de service, donc d'améliorer le service aux citoyens, aux populations, aux entreprises. Donc je pourrais confirmer que le PNUD est effectivement dans cette dynamique de partenariat, et ça, c'est l'occasion de le saluer pendant cette initiative Digital Africa Summit. Isaac Gnambayaou, j'ai envie de vous poser aussi cette question, pratiquement la même que j'ai posée aux deux autres panélistes. Est-ce que vous avez aujourd'hui un programme que vous pouvez nous citer, une réussite en matière de digitalisation
en matière de numérique aussi. C'est-à-dire qu'on est en train ici, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi partager des expériences. Il y a plein d'expériences qui sont extraordinaires, qui sont à partager, qui sont faites dans d'autres pays, mais que nous ne connaissons pas. Oui, je vais continuer dans la dynamique de relation avec le PNUD. Je parlais d'amélioration de la qualité des services, mais surtout, pour confirmer mon propos de ce matin, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, pour un extrait d'acte de naissance qui coûte moins de 1 euro, vous devez voyager des heures jusqu'à 200-300 kilomètres, parce que vous devez aller dans votre localité d'origine, à la municipalité, pour éditer un extrait d'acte de naissance. Donc une activité très manuelle, parce que on n'a pas encore passé le cap de la numérisation des extraits ou des documents administratifs, mais au moins le point important, c'est que l'opérateur La Poste a développé un portail, donc document S à la fin.ci, qui est le portail de commande de pièces administratives en ligne. Donc le citoyen désormais n'a plus besoin de demander 2 jours de permission, voyager dans sa localité d'origine, passer une journée pour avoir un papier qui coûte moins de 1 euro, mais qui va lui qui fait qu'il dépense jusqu'à 50 euros ou 100 euros, parce que il a besoin de ce document, soit pour un concours administratif, soit pour une liasse documentaire. Donc ce portail qui permet désormais de commander en ligne, de payer en ligne, il aura besoin après d'être livré. Et donc dans le programme d'amélioration de la qualité des services, donc avec l'UPU et les bailleurs de fonds, nous avons bénéficié de matériel roulant pour renforcer notre plan d'acheminement, pour que quand il commande en ligne, il demande à se faire livrer soit à domicile, soit à une poste de son choix. Eh bien, nous avons des véhicules, des motos, donc achetés et déployés dans le cadre de la coopération pour qu'on puisse assurer cette qualité. Voici un exemple concret de mise en situation où le numérique contribue à apporter le service aux citoyens, à augmenter la productivité, parce que si dans un pays on a de moins en moins de fonctionnaires ou de citoyens qui prennent 3-4 jours de travail pour aller faire un petit document, la productivité augmente, les services et la commodité sont là. Ça s'appelle document.ci. Ça s'appelle document.ci. Document, vous pouvez taper 3 fois document S à la fin.ci. C'est le portail en Côte d'Ivoire développé par la Poste pour commander des pièces administratives, certificat de nationalité, casier judiciaire, extrait de naissance, extrait d'acte de mariage, certificat de décès. Et ils sont envoyés par voie postale. Pardon? Ils sont envoyés par voie postale. Ou alors vous pouvez demander qu'on vous envoie à un bureau de poste pour que vous partez le récupérer, ou qu'on vous envoie à domicile et donc c'est livré par un opérateur de la Poste. Voilà. Vous pouvez payer par des cartes bancaires, vous pouvez payer par des solutions de mobile payment mobile et digitalisées, mais solutions pour vous faciliter la vie. Comme je vous disais, l'Afrique peut être digitalisée si on va dans cette destination, parce que le monde des possibles existe et l'impossible n'est pas africain. Chaque fois que la technologie est venue en Afrique, les Africains l'ont utilisée sans modération. Parce que moi, dans mon pays, j'ai des localités, des villes qui n'ont jamais connu le téléphone fixe, mais aujourd'hui utilisent le téléphone mobile et même font le marché et font d'autres courses à partir du mobile. Comme quoi, quand la digitalisation ou la technologie arrive en Afrique, mais on est peut-être premier de la classe. Et c'est une excellente transition pour une autre question que je vais peut-être vous poser à vous, Sophie Aubert. Est-ce que, selon votre expérience, selon le programme que vous menez aujourd'hui, est-ce que il faut aller vite, il faut passer à la vitesse supérieure, comme disait Isaac Gnampayao, c'est-à-dire ne plus attendre, aller au contact des gens et profiter de cette technologie pour justement apporter des solutions au plus près des habitants, là où ils soient? Alors d'abord, le premier point, c'est que la transition numérique permet
on va dire, de franchir des gaps, si on peut dire. Genre, je ne sais plus trop quelle est l'expression exactement, gap, leapfrogging, voilà, en anglais. C'est-à-dire que les pays ne sont pas obligés de suivre tout le long chemin de la révolution industrielle pour arriver à la transition numérique. Néanmoins, cette révolution industrielle a été nécessaire pour y arriver. L'avantage pour les pays africains, c'est qu'ils n'ont pas à faire tout ce chemin et qu'ils peuvent directement aller vers le numérique pour aller plus vite, je dirais, que les autres pays. Maintenant, il faut nuancer, de mon point de vue en tout cas. Aller vite, certes, aller vite, ça demande de mobiliser des financements, je l'ai dit tout à l'heure, parce que effectivement la digitalisation ça coûte cher, mais si on veut que la transition soit réussie, il y a un certain nombre d'enjeux, de risques à prendre en compte. De mon point de vue, le digital peut autant être un catalyseur d'égalité sociale qu'un catalyseur d'inégalité sociale, renforcer la fracture numérique pour une raison assez simple, c'est que il faut déjà avoir les compétences pour savoir utiliser les outils. Ça paraît évident vu d'où on est. Je pense que pour beaucoup de personnes, pour des tas de raisons, ce n'est pas si évident que cela de savoir utiliser des applications numériques quand on vit dans un endroit enclavé qui n'a jamais eu accès à tout cela. Et il faut donc faire attention à ce que le numérique ne vienne pas aggraver la fracture numérique, justement, la fracture sociale, la fracture géographique. Et tout l'enjeu pour créer de la valeur, c'est justement de savoir maîtriser ce risque. Un deuxième risque, c'est le risque que représente la transition digitale en termes de protection des données personnelles et donc des libertés. Il faut certes aller vite, mais il faut être certain que l'on ne va pas ouvrir des failles qui vont provoquer la défiance et donc qui ne vont pas susciter l'adhésion et donc qui vont aller contre l'objectif de la digitalisation, qui pourront provoquer l'effet inverse, objectif d'inclusivité. Et puis, je pense que et puis également, il y a d'autres risques, c'est-à-dire d'une manière plus globale, le numérique contribue de plus en plus, même si c'est une part qui reste encore minime, aux émissions de gaz à effet de serre, et donc à toute la thématique changement climatique. Et donc, il est important d'anticiper cette donnée, d'avoir les bons modèles et d'aller vite, mais avec les bons outils. De manière un peu caricaturale, je dirais la G5 c'est bien, mais la G4 c'est pas mal aussi. Envoyer un mail équivaut à laisser une lampe allumée pendant 48 heures. Voilà, c'est beaucoup moins parce coûteux, que ça fait le tour du monde. C'est beaucoup moins coûteux, c'est beaucoup moins polluant. Et pour l'utilisateur lambda, que nous sommes tous, il n'y a pas de différence. Et on a l'impression qu'en digitalisant parfois, on est davantage vert, on est davantage ami de la nature, mais parfois ce n'est pas forcément le cas parce que faire une recherche, une requête sur Google, ça mobilise des serveurs de l'autre côté de la planète, que ce soit en Europe du Nord ou en Amérique du Nord, et c'est une quantité d'énergie phénoménale qui est à chaque clic, elle est sollicitée. Et donc, c'est du gaz à effet de serre aussi. Je voudrais juste terminer par un point. Il ne faut pas utiliser ces éléments pour dire « Ah, c'est compliqué, comment va-t-on faire ?» Il faut simplement les anticiper et faire mieux, parce que ça ne peut pas être un argument de marginalisation. Absolument pas. Voilà. Moi, je vais dans le sens que vous avez développé. Je vais vous poser une autre question, Walid Abdelbali. Alors, ce que disait justement Sophie, c'est très important parce qu'elle évoque Sophie Aubert évoque l'expérience de l'Agence française de développement et elle nous parle d'une problématique, sans peut-être la nommer, c'est la souveraineté numérique. Elle parle de la question de la data qui est très importante. Est-ce que au PNUD, Walid Abdelbali, vous avez fait face à ce genre de situation, à cette méfiance parfois quand vous vous engagez dans des programmes structurants, peut-être gouvernementaux aussi, dans un certain nombre de pays? Alors, effectivement, c'est une problématique assez complexe. Effectivement, tous les
tous les gouvernements, tous les États ont leur propre cadre législatif qui protège leurs données nationales, évidemment. Évidemment, le PNUD tend toujours à faire en sorte que d'abord que les programmes et les solutions qui sont développées, qu'il y ait une appropriation nationale, donc que ce soit hébergé localement, si dans la mesure des capacités techniques et infrastructurelles des pays, et bien entendu de faire en sorte aussi que les solutions qui soient développées soient open source. Et donc il y a des principes évidemment sur lesquels repose ce soutien qui sont l'universalité, la légalité, la transparence, et tous ces principes qui font que les pays doivent avoir un contrôle sur leur dispositif numérique, surtout quand ça touche à la e-gouvernance. Donc, la question de la souveraineté numérique, bon, je pense que pour le PNUD, cela ne se pose pas dans ces termes-là, pour une organisation internationale, mais en termes d'appropriation nationale et en termes de transparence et évidemment de respect des législations nationales, notamment en termes de protection des données et des solutions numériques. Voilà. Alors, je termine avec cette question que je vais vous poser à vous tous. Pour reprendre un peu le nom de la thématique, l'Afrique sera digitalisée. Selon vous, ça passera par quelles étapes? Est-ce que ça passera inévitablement par la création de géants du numérique, des géants africains, pour maîtriser l'amont et l'aval et maîtriser justement cette question de souveraineté numérique? Isaac? Oui, mais souveraineté numérique, oui, mais j'ai un peu peur des expressions trop sophistiquées sur ce sujet. En Afrique, côté numérique, il y a des besoins très clairs. La maman qui est dans le village d'à côté, elle n'a jamais dit qu'elle n'a pas de connaissance des services financiers. Elle a besoin d'une solution basique pour qu'elle puisse avoir contact avec les services financiers, pour qu'elle puisse acheter X, Y, et puis à la rentrée soutenir son enfant, pendant les fêtes payer quelques petits éléments. Donc, c'est des choses basiques. Et moi, je prêche pour ma chapelle, puisque depuis ce matin, je ne fais que essayer d'ouvrir les yeux de tout le monde sur le potentiel ou l'opportunité que peut représenter ce vaste réseau des opérateurs postaux dans l'accélération du digital dans nos pays africains. Parce que on parle de souveraineté numérique, mais qui est-ce qui a été le tiers de confiance depuis toujours? C'est l'opérateur La Poste. Donc, les populations, par défaut, ont confiance à l'opérateur postal. Donc, les professionnels du digital ou du numérique qui sont là ont juste besoin de savoir que nous leur faisons appel pour que des nouveaux outils soient mis à la disposition pour que la data ou les informations qui sont manipulées soient plus sauvegardées, bien couvertes, protégées, pour qu'on continue de servir les citoyens. Et madame parlait tout à l'heure d'identification, et j'ai dit que c'est l'élément peut-être étape 1, le KYC. Si on a l'information sur chaque citoyen, on a une seule porte d'entrée pour le citoyen, on peut lui apporter multi-services, on peut appeler multiples entreprises pour apporter la solution, et les géants du numérique sont déjà là. Donnons-leur l'opportunité de jouer sur le terrain, et puis peut-être mettons pas les barrières nous-mêmes avec des clichés qu'on s'est créés. Et je le disais, qui vous a dit que l'Afrique n'est pas digitalisée? Nous sommes digitalisés depuis des siècles et des siècles. Maintenant, on va être digitalisé en utilisant les outils modernes. Sinon, l'Afrique est déjà digitalisée, mais la digitalisation traditionnelle à l'africaine va être mise sur des outils technologiques. Sophie Aubert. Moi, je dirais que peut-être il y a plusieurs choses à distinguer. Je
pas comment on doit appeler ça, la superstructure, en fait, le réseau Internet qui est quand même nécessaire, quoi qu'il en soit, si on veut penser un peu digitalisation. Ça, je pense que c'est déjà le cas, mais enfin, en tout cas, c'est de la responsabilité des États, des grands acteurs, de doter leur pays des connexions qu'il faut pour que ces pays, je ne vais pas dire soient reliés au monde, mais tout simplement puissent participer aux grandes transitions. Ça, c'est de la responsabilité des États, c'est déjà le cas avec l'appui des grandes entreprises et c'est très important. Mais ça, finalement, Internet, finalement, c'est comme l'eau, les climats, les rivières, ça devient un bien commun. Donc, pourquoi parler de souveraineté pour un bien qui doit être de manière pérenne à la disposition libre de tous? Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde d'assurer cela, en Afrique comme ailleurs. Et après, je dirais, en rejoignant totalement mon collègue de gauche, qu'au-delà de ça, en Afrique comme sur les autres continents, je crois que ce sont les personnes qui sont confrontées aux réalités locales qui ont les meilleures réponses, qu'elles soient numériques, modernes, ce dont on parle aujourd'hui, ou d'autres formes, en tout cas, ont les meilleures réponses. L'exemple des réseaux postaux, justement, voilà. Ou des postes africains, ouais. Oui, il y a ça, il y a le portefeuille santé numérique, mais surtout d'un accès facile. Il y a dans plusieurs pays africains les gens qui prennent en charge la question de la santé avec des outils qui sont simples d'accès, qui ne nécessitent pas de la 5G pour fonctionner et qui sont des éléments qui permettent justement une transition tranquille en douceur, mais qui se passe et qui est au service de tout le monde. Évidemment, l'idéal, c'est de l'accélérer et comme toute transition, eh bien, je dirais que la paix est le meilleur environnement pour que ça aille vite. Pour que ça aille vite, Walid Abdelbari. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la digitalisation, sur notamment la digitalisation de l'Afrique, sur l'inclusion digitale, la fracture numérique. Mais je pense que il y a un aspect aussi qui doit être pris en compte ou plutôt facilité. C'est vraiment d'abord qu'il y ait des stratégies claires, aussi bien au niveau national, avec l'appui des organismes internationaux à travers la coopération technique. Et ça, c'est très important d'avoir une vision au niveau national, aussi une vision intégrée qui soit aussi intégrée dans des ensembles continentaux plus grands, notamment au niveau infrastructurel. C'est extrêmement important de se connecter, notamment, bon, vous avez de bons exemples maintenant, notamment en Afrique de l'Ouest, ou même en Afrique australe, où vous avez maintenant des câbles qui vont alimenter tous les pays, je crois qu'ils partent de l'Afrique du Sud jusqu'en Europe. Donc c'est très important aussi de placer ces visions aussi dans un ensemble régional, parce que le digital, c'est d'abord l'interconnectivité, c'est, je dirais, la synergie des uns et des autres, et donc c'est très important de pouvoir avoir des visions aussi régionales et aussi de faciliter l'accès au financement, qui est une problématique extrêmement importante. Donc évidemment de poser des cadres de facilitation de l'accès au financement, mais c'est à travers les partenariats que ça se fait, que ce soit avec au plan bilatéral ou bien au plan multilatéral ou encore avec le secteur privé international. C'est quelque chose qui est stratégique, qui doit être vraiment bien pensé. Et voilà, et je pense qu'il y a chacun aussi, bien sûr, a ses intérêts. Je veux dire, absolument. Donc voilà. Merci Walid Abdelbari, vous êtes responsable de l'exploration au PNUD. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On prend 2-3 questions, s'il y en a, avant de clore ce panel et vous libérer. Je suppose qu'il y a plus de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux qu'en présentiel. C'est ça aussi la magie du digital, madame, messieurs. Est-ce qu'il y a des questions?
Non, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, Sophie Aubert. Merci, Isaac. Merci aux représentants du PNUD aussi pour ce panel. L'Afrique sera digitalisée. On se retrouve demain, Inch'Allah, avec 3 talks. Ceux du ministre de la numérisation et des statistiques, celui du ministre de la Poste et des télécommunications. Ça doit vous intéresser peut-être particulièrement, Isaac. Celui du ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des startups. Il y aura aussi 3 panels extrêmement intéressants demain, Inch'Allah. Donc, je vous donne rendez-vous demain à partir de 8h30, 9h du matin, Inch'Allah. Ciao.